Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Et bonsoir la cryptosphère et bonsoir Twitch. Et oui, actuellement ce petit zap est regardé en direct avec nos meilleurs zappeurs et zappeuses. Alors merci à tous d'être présents. Et oui, je suis désolée meuf, je sais, t'es en train de saigner des oreilles parce que tu ne supportes pas ta voix, mais c'est comme ça, allez, ça sera un moment de courte durée. Est-ce que je me parle à moi-même? Oui, je suis schizophrène, c'est comme ça. Écoutez, on fait avec ce qu'on a. Allez, on passe à notre Fear and Greed Index côté crypto qui est de retour dans la zone de peur à 44. Du côté des marchés US également, Powell a fait son petit effet, tout le monde se retrouve avec une petite chiasse et on se retrouve dans le Fear à 39. Pour tous les nouveaux arrivants, n'oubliez pas de laisser votre petit commentaire sous tous les apps crypto si vous voulez remporter un petit NFT de la chaîne. Pour la saison 2, il vous donne droit à plusieurs récompenses et si vous voulez tout savoir, je vous rappelle qu'une petite vidéo explicative est disponible sur la chaîne. Je vous mets le lien en haut à droite. Allez, pour éviter que Zapet nous fasse un malaise en plein live, je vais très vite écourter cet extrait. Vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo ainsi qu'un excellent live. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était Zap Crypto. Alors, je voulais vous parler déjà, la première bonne nouvelle, c'est AXA Investment Manager. Ça va dépendre, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle selon où vous positionnez, mais en tout cas, c'est le géant de l'assurance AXA, sa filiale gestion, on va dire, d'investissement, etc., qui vient d'avoir son autorisation PSAN, son enregistrement PSAN. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent désormais gérer des crypto-monnaies pour leurs clients. Alors je vous arrête tout de suite, ça veut pas dire qu'ils vont lancer une exposition au Bitcoin, à l'Ether ou autre. D'ailleurs, ils ont même dit qu'ils comptaient pas du tout faire ça pour l'instant. Ils disent pour l'instant on n'a aucune stratégie d'investissement liée aux crypto-monnaies et on n'a pas de plan à ce stade pour en avoir une. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est surtout tout ce qui touche autour des stablecoins, des CBDC, les monnaies numériques des banques centrales. Donc dans un premier temps, ça se passe pas une très bonne nouvelle, on va dire, pour tout l'écosystème crypto, mais ça reste une bonne chose que des grandes institutions financières commencent à s'intéresser, commencent à vouloir gérer, peut-être vont commencer par des stablecoins, ensuite des CBDC, et je pense qu'ils vont finir par adopter des crypto-monnaies. Selon ce rapport, l'adoption de Bitcoin par les commerçants devrait augmenter de 50% au cours des 3 prochaines années. Ce rapport est issu d'une enquête menée par Ripple and Faster Payment Council qui a impliqué 300 leaders du paiement dans 45 pays. Je te pose le lien du rapport dans la description. Au passage, si tu découvres la chaîne, tu peux t'abonner ici. À l'heure où des milliards de dollars continuent de circuler dans le monde via un système de paiement désuet et coûteux, la promesse de la blockchain et l'essor de l'industrie crypto pourraient bien déboucher sur un nouveau paradigme. Bien que le volume de transactions en crypto soit faible par rapport au volume total des paiements, les perspectives de croissance sont encourageantes. Aux États-Unis, l'adoption des paiements en crypto est en hausse avec une prévision de 5,5 millions d'utilisateurs en 2023, soit une augmentation de 350% en seulement 3 ans. Selon ce rapport, il y a 4 points importants à connaître quant à l'évidente arrivée d'une adoption massive des cryptos comme solution de paiement. Je te les résume dans cette vidéo. Presque tous les professionnels interrogés pensent que la blockchain et la crypto joueront un rôle important dans l'accélération des paiements au cours des 3 prochaines années. En particulier pour ce qui concerne les paiements transfrontaliers, qui seront plus rapides et moins coûteux. Plus de la moitié des participants au sondage s'attendent à ce que la plupart des commerçants adoptent les paiements crypto dans les 3 prochaines années. Le Moyen-Orient en tête avec plus de 60% d'adoption. L'Europe suit avec 58%, puis l'Amérique du Nord et l'Afrique avec 51% chacun. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, même assez marrant. Donc, en 2002, avec 20 euros, tu remplissais ton caddie. 2005, tu remplissais un petit peu moins. 2014, tu le remplis encore moins. Et 20 euros en 2021, t'achètes plus rien du tout. Tandis que le Bitcoin, en 2012, t'achetais pas grand-chose. Et maintenant, en 2021, t'achètes ta grosse Mercedes avec. Donc, c'est un peu la vérité. C'est assez marrant de voir ça. Elon Musk souhaite que Twitter devienne la plus grande institution financière du monde. Et ben voilà, une bonne chose ça. Bon, c'est un souhait hein, simplement. Attention, c'est pas encore là. Hein. Elon Musk voit grand pour Twitter. Le PDG de Twitter s'est exprimé lors d'une conférence de Morgan Stanley qui a eu lieu donc hier ou avant-hier maintenant. Elon Musk a depuis plusieurs mois résolu orienter la stratégie du réseau social vers les paiements et il compte aller encore plus loin, interroger sur l'avenir de Twitter. Il a ainsi affirmé, je pense qu'il est possible que nous devenions la plus grande institution financière du monde, simplement en fournissant aux gens des moyens de paiement pratiques.
Oui, bon, bah, il invente rien, hein, mais tout le monde va vouloir faire des moyens de paiement pratiques, hein. Il va pas être le seul au monde, hein, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à grossir notre écosystème, faire des choses simples. On va grossir énormément quand les gens n'auront pas besoin d'avoir fait Bac+5 pour rentrer dans la crypto-monnaie et comprendre un petit peu tout notre système. Ils auront juste besoin de prendre de la crypto, d'aller au distributeur ou je ne sais pas, ou d'échanger leur crypto-monnaie facilement sans avoir quelque chose de traumatisant qui leur dit à chaque instant, attention, tu fais une erreur. Musk a déjà évoqué son ambition de faire de Twitter une super application et plus simplement un réseau social. Cela passera vraiment vraisemblablement par sa transformation ou son intégration à la future application X.com. Le PDG compte ainsi venir concurrencer PayPal sur son terrain et propose une solution financière puissante au grand public. Voilà, un long chemin à parcourir. Pour l'instant, le projet n'en est qu'à ses balbutiements et il pourrait être difficile à parachever. Pour rappel, Twitter n'est pour l'instant plus profitable et la confiance dans le développement du réseau social a quelque peu été ébranlée, en particulier au niveau des actionnaires. Et oui, il souffre en ce moment, hein. Initialement, Musk envisageait un Twitter basé sur une blockchain avec des messages qui seraient effectués en tant que microtransactions, mais il a abandonné l'idée, anticipant des problèmes de scalabilité. Pour autant, le PDG souhaite que Twitter devienne une application de paiement avec un portefeuille dédié. La scalabilité est un gros problème, hein. J'en parle sur d'autres vidéos, tout ça. En début d'année, on apprenait que Twitter travaillait sur de futurs services bancaires et envisageait la mise à disposition de cartes bancaires et de comptes épargne. Musk n'a par ailleurs pas fermé la porte aux crypto-monnaies qui seraient éventuellement compatibles à l'avenir. Il a cependant récemment cabotiné sur son désintéressement pour les crypto-monnaies. Oui, bah ça c'est son truc. Lui aussi c'est un manipulateur de marché, hein. J'étais dans les cryptos, mais je m'intéresse maintenant à l'intelligence artificielle. Voilà, bon, il surfe sur la vague. Voilà, il surfe sur la vague. Les humeurs du PDG de Twitter étant particulièrement changeantes, on suivra donc avec attention les évoluements de Twitter, évidemment, et sa possible transformation en un réseau de paiement. Évidemment qu'on va suivre tout ça. Je crois qu'encore un coup, Elon Musk, il sait faire une chose, il sait faire sa pub. Il sait dire des choses qui vont servir à rien pendant un petit temps. Et voilà, il sait aussi faire des choses qui sont pas terribles. On l'a vu avec Twitter, on l'a vu avec sa manière de vouloir manipuler les choses, hein. Il dit faire un réseau libre, etc., etc. Il n'y a rien de libre, hein. C'est lui qui décide de qui va être là, qui ne va pas être là. S'il veut virer quelqu'un, il va le faire. Donc encore une fois, il prend un système qui existe depuis longtemps et il le centralise sur sa personne, hein. Et excusez-moi, mais c'est ce que je pense, hein. Je le dis, vous me dites si j'ai tort, mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de gaz sur Ethereum, ça fonctionne un petit peu comme une enchère. C'est-à-dire que plus il y a de monde qui veut passer une transaction à l'instant T, plus les frais de gaz vont être élevés. Alors je simplifie un petit peu, mais c'est un modèle qui colle plutôt bien. Et quand il y a beaucoup de monde qui veut passer des transactions en même temps, eh bien les prix peuvent monter vraiment très haut. Et du coup, les 27 $ que je t'ai montré dans l'intro, c'est pas grand-chose par rapport au prix auquel ça peut monter. Du coup, première chose, avant de passer ta transaction, c'est toujours de venir checker le prix du gaz. Là, tout de suite, il est à 39 gwei. Pour te donner un ordre d'idée, en ce moment, on pourrait dire qu'entre 20 et 30 gwei, il est peu cher et c'est quasiment le prix classique. En dessous de 20 gwei, il est vraiment pas cher et c'est le moment de passer des transactions. Et au-dessus de 30-40 gwei, si ta transaction ne presse pas, eh ben c'est une bonne idée d'attendre parce qu'il y a de très bonnes chances que ça redescende bientôt. Juste ici, t'as un petit graphe qui récap les 7 derniers jours et on peut déjà observer plusieurs choses. Déjà, il y a certains moments là où les frais de gaz sont largement plus faibles que d'habitude. Ici, par exemple, on a ce premier gap, là où entre 5h du matin et 13h, 14h, on est aux alentours de 20 gwei. Le jour suivant, c'est exactement la même chose. À partir de 2h, 3h du matin, on voit que ça se calme beaucoup. On passe même en dessous des 20 gwei, 17, 18, et la remontée se fait après 11h midi. Et ça, c'est le cas pour tous les jours de la semaine, même si l'écart est plus large le samedi et le dimanche. Donc en général, le samedi et le dimanche matin, c'est vraiment le meilleur moment pour passer ces transactions. Et sinon, en règle générale, le matin, aux alentours de 8h, 10h, c'est vraiment là que c'est le moins cher quasiment tous les jours. Et comme tu peux voir sur le graphe, ça a tendance à piquer en début de soirée, donc évitez de faire des transactions 17h, 18h, 19h. C'est vraiment là où tu as le plus d'affluence et là où tu vas payer le plus cher. Ethereum Name Service. Alors on est bien d'accord, on parle bien de la blockchain Ethereum. Si on est sur Arbitrum, ça s'appelle autrement. Mais là, nous, on va se pencher plutôt sur Ethereum. Ethereum, en fait, vous savez, quand vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, ou par exemple, vous êtes sur Binance, vous voulez retirer un Ether et le mettre sur votre portefeuille, à chaque fois, c'est compliqué parce qu'on a une adresse assez compliquée. D'ailleurs, je vous mets des petites photos de différentes adresses. Vous avez vu 0x, B4, etc. C'est vraiment assez compliqué et il faut se l'avouer assez chiant. C'est pour ça que si on met en place donc un ENS sur notre adresse,
au lieu de marquer notre adresse, on aura juste à marquer par exemple pdfcrypto.eth. Je fais envoyer donc à pdfcrypto.eth et je vais donc recevoir l'argent donc de Binance sans marquer mon adresse parce qu'en fait l'ENS est relié à mon adresse. Donc vous avez vu, c'est assez sympa de le faire parce que ça va vous rendre les transferts plus faciles. Imaginons, vous mettez un ENS par exemple sur votre portefeuille 1 Degen, mais par exemple vous pouvez l'appeler Degen1pdf.eth. Je vais faire par exemple un autre wallet où je vais l'appeler cette fois-ci long terme pdf.eth et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez mettre vraiment des noms à votre adresse. Pour résumer un peu tout ça, tout simplement, on va mettre en fait des surnoms sur son adresse blockchain. L'autre chose que je peux aussi vous dire, c'est que l'ENS est complètement décentralisé comparé par exemple au DNS. Alors on continue, Bitcoin est sauf, donc la SEC ne le considère pas comme, mais toutes les autres crypto-monnaies devraient être entre guillemets régulées par la SEC. Alors pour faire simple, ça donne suite à ma précédente vidéo. Dans la précédente vidéo, je vous explique comment les États-Unis sont en train de bidouiller quelques trucs qui font que ça donne un avantage à l'Europe, mais que si les États-Unis poussent leur réflexion tout au bout, il se pourrait qu'elles reconsidèrent toutes les crypto-monnaies comme des security tokens et qu'on n'ait pas le droit de les adresser à des Américains. Ça, ce serait un petit peu chaud les gars, vraiment très très chaud. Et avant de commencer à parler des consensus existants, il nous faudra faire un passage en 1982, année durant laquelle a été publié l'article qui a donné son nom à tout un pan de ce domaine de recherche et des solutions qui ont été trouvées. Les connaisseurs le savent, je parle là de l'article « Le problème des généraux byzantins ». C'est peut-être un peu étrange d'entendre parler de l'Empire byzantin qui a disparu bien avant l'apparition des ordinateurs, mais si vous vous posez la question, sachez que ce nom a été choisi parce que personne n'est byzantin aujourd'hui et que personne ne risque d'en être offensé, ça n'est pas une quelconque référence historique qui a inspiré ce nom. Pour en revenir au problème, voilà l'énoncé. Plusieurs armées de l'Empire byzantin sont en train d'assiéger une ville fortifiée. Chaque armée est dirigée par son propre général et les généraux peuvent communiquer entre eux seulement par le biais d'un messager. Et ils doivent choisir s'ils vont attaquer la ville ou battre en retraite. Cependant, il reste possible que certains généraux soient des traîtres ou bien qu'ils ne reçoivent tout simplement pas les messages envoyés par les autres, parce que le messager s'est perdu ou est mort en chemin. L'objectif est donc de trouver une méthode de parvenir à une décision qui permet premièrement que tous les généraux honnêtes choisissent la même chose et deuxièmement qu'un petit nombre de traîtres ne puissent pas faire changer les autres d'avis. Car pour que le plan fonctionne, peu importe qu'il s'agisse d'une attaque ou d'une retraite, il faut que 2/3 des généraux soient d'accord et fassent la même chose. Et lorsqu'un général fait un choix différent des autres, ce qui correspond en fait à une erreur ou une trahison, on appelle ça une panne byzantine, ou Byzantine Fault en anglais. Les systèmes capables d'y résister sont donc qualifiés de tolérants aux pannes byzantines. Et Byzantine Fault Tolerant, ou BFT, c'est un acronyme que l'on voit un peu partout dans l'univers crypto. Parce que les mécanismes de consensus utilisés aujourd'hui sont parfois apparentés à ceux qui avaient été imaginés dans les années 80 et 90. Cela dit, il y a quand même des différences, parce que pour permettre le fonctionnement d'un réseau de crypto-monnaies qui est complètement différent des réseaux classiques, il a fallu ajouter certaines choses aux mécanismes inventés précédemment. C'est notamment ce qu'a fait Satoshi Nakamoto quand il a créé le consensus du réseau Bitcoin, qui porte aujourd'hui son nom. À l'intérieur du livre blanc Bitcoin, le fameux mécanisme de consensus Nakamoto est résumé par les lignes suivantes. 1. Les nouvelles transactions sont transmises à tous les nœuds réseau. 2. Chaque nœud agrège toutes les transactions sous la forme d'un bloc. 3. Chaque nœud œuvre pour trouver une preuve de travail difficile à obtenir qui correspond à son bloc. 4. Quand un nœud trouve une preuve de travail, il transmet ce bloc à tous les autres nœuds. 5. Les nœuds acceptent le bloc seulement si toutes les transactions qui s'y trouvent sont valides et n'ont pas déjà été traitées. 6. Les nœuds expriment leur acceptation du bloc en travaillant sur la création du prochain bloc de la chaîne et en utilisant le hachage du bloc nouvellement accepté comme hachage du bloc précédent. Enfin, il est précisé juste en dessous de cette courte liste d'étapes que les nœuds considèrent toujours que la chaîne la plus longue est la seule chaîne valide lorsque par hasard, 2 blocs différents sont trouvés au même moment par 2 nœuds indépendants. Les 2 chaînes sont temporairement à égalité, les 2 nouveaux blocs sont conservés, et puis lorsque l'une des 2 chaînes trouve un deuxième nouveau bloc avant l'autre, alors elle est élue seule chaîne valable et l'autre est supprimée. Voilà l'essentiel de ce que représente le consensus Nakamoto au format texte compréhensible par un humain. Donc moi ça fait maintenant bientôt 5 ans que je m'intéresse à la crypto-monnaie, et c'est vrai qu'au début j'ai commencé petit comme tout le monde, petit à petit, et du coup là on est en plein bear market du précédent cycle, donc du coup j'ai au moins un cycle complet, même un petit peu du cycle précédent, mais au moins un cycle complet d'investissement, donc bear market, phase d'accumulation, le cycle haussier, et là voilà on est en train de vivre le deuxième bear market que je connais du coup. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qu'on va partager, et je pense que une des principales, et c'est vraiment quelque chose, ça peut paraître basique, mais encore une fois, je pense que tout ce qu'on partage là,
J'espère que ça va vous aider, mais c'est vrai qu'il y a pas de meilleur professeur que se prendre la claque dans la tête, quoi. Et c'est vrai que ça a pris à nos dépens. Et pourquoi on le dit? Parce que franchement, ça nous arrivait. Et une des plus grosses leçons, je pense, c'est voilà, il faut pas FOMO sur un projet. Mais tu l'entends, tu le sais qu'il faut pas FOMO. Mais des fois, tu es tellement dans le truc que tu dis c'est absolument maintenant, il faut que j'investisse. Et aujourd'hui ou ce soir ou cette nuit, sinon ça va être trop tard. Et à chaque fois que j'étais dans cette optique-là, dans cette mentalité-là, de me dire il faut absolument que je fasse les transactions, et même si c'était parfois le soir, enfin en semaine après le boulot, tu rentres, t'es claqué, et tu commences à te renseigner, tu dis petit, il faut absolument que je le fasse, et du coup tu dis bon j'ai pas le temps, je vais manger, je le ferai après manger, et du coup tu te couches tard, et tu fais et tu fais pas forcément des bonnes manies, tu fais pas attention, et du coup déjà c'est source d'erreur parce que tu peux approuver des contrats, tu peux faire des transactions malheureuses, hein, tu peux te tromper parce que t'es fatigué, parce que t'es pas à 100% disponible pour ce que tu fais, hein. Et encore une fois, bon ça c'est pour faire des transactions sur un projet, participer aussi à des ICO, ça j'ai pas mal fait aussi, que ce soit sur des launchpads, que ce soit sur des sites d'ICO qui étaient plus basés sur le temps asiatique, donc avec 7 heures ou des trucs à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, où du coup t'as le choix, qu'est-ce que je fais? Je dors 2 heures, je le fais, je reste éveillé, mais à chaque fois t'es pas frais mentalement pour le faire à ce moment-là, donc du coup il peut t'arriver des bricoles, et puis surtout est-ce que voilà, c'est des projets qui n'ont pas forcément super marché. Et dans tous les cas, après, ça te met ta semaine en vrac, quoi. Juste pour investir dans un truc. Je me dis, c'est le moment, il faut que j'investisse. Et franchement, moi, j'en ai fait, mais ça, c'est vérité. Sur le lundi matin, à 3 heures du matin, j'étais en train de faire des transactions. En plus, il fallait que j'attende, des trucs, ça s'ouvre et tout. Et du coup, j'étais au lit. En plus, quand t'es dans un état émotionnel comme ça, tu dis, putain, faut que j'investisse. T'es à fond. Tu fais ta transaction. Tu vas te coucher, il est 3h30. T'es pas en bon état pour dormir. T'as pas envie de dormir. Donc, du coup, tu t'endors, il est peut-être 4h30, 5h. Quand t'as le réveil qui sonne à 6h30, 7h, je peux te dire que le reste de la semaine, ça pique, quoi. Et dans tous les cas. Ça, c'est à condition, en plus, que tu aies été choisi pour investir sur l'ICO. Moi, ça m'est arrivé de faire des trucs comme ça tard le soir, de rester jusqu'à 3h, pour au final me rendre compte, ah non, vous êtes 600 millième dans la liste d'attente, donc tu vas te coucher, t'as que dalle. Hein. Ça, t'es content. Oui, sur la macroéconomie, le DXY, après nous avoir fait cette magnifique bougie, on voit qu'on est dans une zone de consolidation très classique au-dessus. Donc là, on pourrait très bien être la dernière accélération de liquidité avant de faire un retracement, ou tout simplement consolider dessus et accélérer. Je pense qu'on va avoir vite l'information dans les jours qui viennent, voire début de semaine prochaine au niveau du DXY. Donc là, ça voudrait dire une rupture, ça voudrait dire qu'on va chercher justement le 109, voilà, qu'on attend déjà depuis un certain temps, qui serait pour moi ici le meilleur retest bearish avant de s'enfoncer doucement au niveau du DXY, hein. À savoir qu'on a fait déjà un beau retracement. Ici, on pourrait aller retracer, retester et s'enfoncer pour aller chercher potentiellement les 95 comme target final. Donc le Bitcoin en l'occurrence, ce qu'on surveille, c'est ce niveau-là. Le premier niveau vraiment qui pourrait commencer à nous donner un signal pas top, on va dire, c'est si la lagging span casse la droite de tendance de support ici. Donc le niveau se situe à 21 255, on va dire. Donc si on casse les 21 255, on peut associer ce mouvement plus ou moins à un double top. Alors le top est vraiment très haut ici, hein, donc c'est pour ça que j'aime pas le qualifier de double top, mais enfin on a un double sommet ici, et là on aurait une potentielle ligne de coup qui se trouverait par ici, et donc si on cassait ce niveau là, voilà, c'est ce que ça nous donnerait. Alors oui, je sais, je mets beaucoup de conditionnels dans ma phrase, mais c'est parce que quand on est dans des marchés incertains, n'est pas possible d'affirmer les choses. Donc là on ne peut faire que de la supposition, et il faut surveiller au fur et à mesure l'avancée de la progression des prix pour petit à petit dire oui, bah c'est bon, on a un signal, ou on n'a pas de signal, ou on attend un signal, et ça peut être invalidé. Donc là, le premier signal qui serait donné, ça serait vraiment la cassure de ces 21 255. Pour le moment, c'est baissier, hein, les prix ont cassé cette droite de tendance de support, ils sont rentrés dans le nuage, donc ils sont à l'équilibre. Yes, ils ne sont pas baissiers franchement sur la longue tendance, puisqu'ils sont à l'équilibre dans le nuage. Maintenant, si la lagging span casse ce niveau-là, elle est elle aussi sous ses prix, elle a validé le signal baissier ici en cassant sa Kijun, donc il y a encore un petit peu de travail à faire de validation, on va dire, mais c'est vrai que pour le moment c'est rouge, hein, on ne peut pas nier le contraire, mais on a un point bas qui est ici, hein, qui sert de deuxième point pour cette droite de tendance validée ici avec le troisième point, et il faut casser ce dernier point bas pour faire un point bas plus bas que ce point bas extrême pour effectivement valider une reprise vraiment baissière de plus long terme. Alors l'idée, c'est que si on casse ce niveau-là,
Le niveau suivant majeur, il est ici à 20 370. C'est la Kijun hebdomadaire qui est ici. Donc si on la casse, c'est un signal vendeur de moyen terme, puisque ça invalidera ce signal haussier qui a été donné ici, donc de moyen terme. Hein. Si on casse dans l'autre sens ici, c'est terminé. On invalide ce niveau-là et on aura bien cette espèce de structure en M, enfin vous l'appelez comme vous voulez, et on aura un signal vendeur. En plus, on sortirait du nuage journalier, donc on passerait bien de l'autre côté du nuage, ce qui veut dire qu'on serait bien en tendance baissière. Hein, parce que quand on est sous le nuage, c'est tendance baissière. Quand on est au-dessus du nuage, c'est tendance haussière. Donc on aurait bien le renversement de tendance de court terme, puisqu'on passerait sous le nuage. Au niveau moyen terme, on est sous le nuage hebdomadaire, hein, parce que c'est ce que j'ai déjà signalé plusieurs fois, c'est que le problème, c'est que monter, c'était bien gentil, mais qu'il allait y avoir du travail ici. Donc on voit bien hein, cette pression, là, cette espèce de gros cumulonimbus là, qui est au-dessus, et voilà, qui pèse sur les prix. Donc si on repart, on a une inversion de tendance court terme ici, ben, la validation de tendance de moyen terme, elle l'est aussi, puisqu'on est toujours sous le nuage hebdomadaire, donc techniquement parlant, c'est toujours baissier, et en plus, on casserait cette Kijun hebdomadaire qui nous donnerait donc bien le signal en vendeur. Également ici en daily, toujours aucune invalidation haussière, donc pour l'instant, le creux et le premier arrêt sont maintenus, donc c'est ce qui fait que le Bitcoin a toujours une possibilité de rester haussier et de pouvoir relancer, mais on arrive dans la dernière zone, on en a parlé, c'est la zone des 21 300 et la zone du premier arrêt ici, 21 500, on arrive en plein dessus. Soit ça redéclenche maintenant, soit c'est cassure et ça peut très vite venir nettoyer les stops jusqu'au prochain creux vers les 20 700 $. Si on casse ce creux ici, il y aura de grosses probas que si jamais on a un rebond, que ce soit un simple rebond pour derrière avoir une continuation baissière. Ça, c'est au cas où on redevient baissier. Ce qui peut arriver, mais pour l'instant, c'est pas du tout dans le prix, c'est si jamais vous avez la cassure du creux, donc par exemple ici, c'est ce qu'on avait eu. Derrière, si vous avez une structure en W, ça c'est un signal de reprise sans forcément aller chercher la zone de rechargement. Ça voudrait dire qu'en gros le prix il fait ça. On vient casser, ok, tout le monde attend plus bas, genre sous les 20 000. Les 20 000 n'arrivent pas et en fait le prix commence à dessiner ça. Si on voit ça, ça serait un nouveau signal haussier et là faut pas chercher midi à 14h. C'est que le Bitcoin n'ira pas plus bas, qu'on n'ira pas sous les 20 000 et qu'on sera prêt à aller répéter les résistances. Ça c'est une chose qui peut arriver, mais encore une fois, il faudrait que ça se développe sur le prix. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, pour récapituler, en daily, ici, on est sur le dernier niveau qui peut confirmer que la tendance reste intacte. Si on perd les 21 300 avec une vraie cassure, on augmentera les probabilités de passer dans un marché, dans une reprise baissière, donc de création de sommets descendants et de creux descendants. Ok ? On verra ça ensemble, mais comme ça a été le cas ici, ça se trouve qu'on reverra des structures comme ça pour empêcher les gens qui veulent acheter sous 20 000 $ de rentrer. Et à ce moment-là, le prix pourrait dessiner ça. Si ça se dessine, je le dis, c'est un gros signal bullish, mais est-ce que là c'est dans le prix ? Non. Ok, ça je vous dis juste que si ça arrive, faut savoir justement voir le signal et ne pas être pétrifié, se dire non, mais ça va aller plus bas, machin. Non, ça sera un gros signal haussier. Ici on voit les cohortes sur Bitcoin, c'est-à-dire les 10 à 100 Bitcoin, qu'est-ce qu'ils nous ont donné ces derniers temps ? Et on voit que les 10 à 100 bitcoins sont plutôt en train de distribuer en ce moment. Les 1 à 10 bitcoins à l'accumulation et les moins de 1 bitcoin plutôt à l'accumulation. Et dans le reste des cohortes, on voit une énorme accumulation depuis janvier d'ailleurs, hein, sur les 10 000 à 100 000 bitcoins. On voit une grosse distribution des 1000 à 10 000 bitcoins et on voit une latéralisation des 100 à 1000 bitcoins. J'aurais pu vous faire ici la même analyse sur Glassnode, mais là on a les chiffres sous les yeux, donc c'est plutôt pas mal. Donc globalement, on a une accumulation des baleines en même temps qu'on a une accumulation des tout petits ou des 10 à 100 bitcoins, donc plus ou moins les investisseurs qui sont vraiment des retail. Ici, décorrélation entre S&P et Nasdaq, donc ça c'est plutôt intéressant à voir si ce n'est que. Ici c'est une charte que je trouve intéressante, alors elle est à prendre vraiment entre des pincettes, mais c'est Blockware Solutions, qui est un très bon channel également YouTube, qui nous montre ça, qui nous dit, en fait, en termes d'adoption mondiale, Bitcoin en est là. Et on a cette superbe courbe en S qui correspond à toutes les adoptions en général, c'est-à-dire que vous avez ici les early adopters, une toute petite frange de la population qui fait confiance à un asset que tous les autres considèrent comme dangereux. Et puis à un moment donné, on vient à la mass adoption, et là on a les adopteurs, les attardés, tous ceux qui étaient contre en fait comme les gens qui n'avaient pas de portable à un moment donné parce qu'ils voulaient vraiment pas en avoir, etc. Les gens qui voulaient pas avoir internet, et puis finalement ils y arrivent en fait par plus ou moins par nécessité.
Sur Twitter, je vous ai posé la question « Pourquoi est-ce que vous êtes rentré dans la crypto ?» J'ai listé un certain nombre de raisons. Est-ce que c'est pour la tech? Est-ce que c'est pour la thune? Est-ce que c'est pour la liberté? Est-ce que c'est pour le beau jeu? Pour le challenge? Pour changer de vie? Pour changer le monde? Pour partir à la retraite avant 65 ans? Voire plus. On sait pas jusqu'où ça peut aller cette histoire. Bon, bien souvent, vous êtes rentré, comme moi d'ailleurs, dans la crypto pour l'argent. Ou en tout cas, c'est une des raisons quoi. C'est les gros gains potentiels qui font qu'on s'intéresse à tout ça, à la blockchain. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte de la technologie, de ce que ça peut apporter. On se rend compte que ça peut changer beaucoup de choses. Et finalement, on peut avoir plein de raisons pour être dans la crypto. Et j'ai eu une réponse de Rizzy. Il a ses propres raisons aussi pour être dans la crypto. Il m'a dit que son fils était sourd et qu'il a lancé un projet, Deafness Protectors, pour apporter du soutien à toutes les personnes qui vivent avec une perte auditive. C'est devenu sa mission parce que son fils est sourd. Il fait ça pour son fils et aussi pour d'autres personnes qui ont des problèmes d'audition. Et ça montre que les NFT peuvent avoir une réelle utilité. Voilà, c'est devenu un challenge pour lui, pour améliorer la vie de son fils et aussi contribuer au monde à sa manière. Voilà pourquoi je vais vous parler de son projet, pour lui apporter un peu de visibilité et puis aussi c'est ma manière aussi à moi de contribuer au monde. Et en fait je me suis rendu compte qu'il avait déjà répondu à certains de mes tweets. Le 5 janvier j'avais demandé s'il y avait des projets qui étaient dignes d'intérêt que je connaissais pas, des projets qui manquaient de visibilité et qui étaient sous les radars, construits sur Multiverse X. Il m'avait répondu en disant qu'il développait son projet, Deafness, que les utilisateurs peuvent déjà gagner des EGLD en apprenant la langue des signes et en partageant leur cause à d'autres. Et le but c'est aussi de faire gagner des EGLD à des associations. Alors ça les amis, c'est une news incroyable. On a un partenariat entre TSM, donc Team eSport très connu au niveau Web 2, et aussi donc Avalanche, la blockchain Avalanche. C'est incroyable et en fait ils ont fait un accord et ils vont déployer du coup la plateforme de jeux vidéo Blitz sur un subnet. En fait Blitz c'est quoi? Je sais pas si vous connaissez pour ceux qui sont dans le Web 2. Moi j'utilise ça en fait à la base quand je jouais à Teamfight Tactics. En gros ça mettait un overlay en fait avec différentes caractéristiques. C'est un truc qui est très connu dans le monde du Web 2 et des gamers. Je pense que si vous êtes un gamer vous connaissez forcément. Donc en fait ce partenariat est juste exceptionnel et en fait je trouve qu'il y a quand même beaucoup de projets très solides qui seront en train d'arriver en fait sur l'écosystème d'Avalanche. C'est franchement j'ai vraiment envie d'y croire à cet écosystème Avalanche. Au final, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On a vu qu'il y a une nouvelle tendance qui consiste à inscrire des données d'image sur la blockchain Bitcoin et à les associer à des Satoshi, ce qui permet de créer de facto des collections de NFT sur Bitcoin. On a vu que ces NFT ne constituaient pas vraiment de la rareté numérique au même titre que les Satoshi par exemple sont de la rareté numérique. On a vu que les ordinals risquent d'être une tendance de court ou de moyen terme, mais pas forcément de long terme, parce que c'est un cas d'utilisation principalement spéculatif, et que ce cas d'utilisation spéculatif risque de ne pas faire le poids face à des cas d'utilisation de Bitcoin beaucoup plus critiques dans le futur. Concrètement, je vois les ordinals plus comme une distraction temporaire qu'autre chose, et donc je ne pense pas que les ordinals seront un grand danger pour Bitcoin. Par contre, il y a une grande leçon à retenir de cette situation. L'utilisation de Bitcoin pour créer des ordinals n'était pas vraiment possible avant les mises à jour Segwit et Taproot, ou plutôt c'était techniquement possible, mais c'était plus complexe à mettre en place. Donc ce que ça veut dire, c'est que ces deux mises à jour ont eu des conséquences qui étaient imprévues initialement et que beaucoup considèrent aujourd'hui comme négatives. Donc la leçon à retenir, c'est qu'il faudra faire très attention dans le futur lorsque de nouvelles mises à jour de Bitcoin seront proposées, et particulièrement des mises à jour qui chercheraient à ajouter des nouvelles fonctionnalités à Bitcoin, parce que chaque changement qui sera fait dans le protocole Bitcoin pourra apporter lui aussi des conséquences imprévues qui pourraient ensuite faire courir potentiellement un danger au réseau Bitcoin. En gros, moins il y aura de mises à jour, moins il y aura de risques de causer de futurs problèmes. Ensuite, c'est un truc de dingue ce qui est en train de se passer, c'est que Yuga Labs, ce qu'ils ont fait avec Borapiot Club sur Ethereum, ils sont en train de refaire à peu près la même chose ils sont en train de surfer sur Ordinals. Et je vous l'avais toujours dit, pour moi, AppCoins sont vraiment des money makers, ils font de l'oseille de folie. Ils ont vendu des séries d'NFT, le moins cher à 50 000, le plus cher à 150 000 $, des choses comme ça. Donc ça continue. Et en fait, ça va donner, je pense, un nouvel élan tout simplement sur le Bitcoin de manière générale. Alors Derby Star, c'est quoi? C'est un jeu, c'est un AAA les gars, c'est un play to earn. On est sur un véritable studio de création de jeux vidéo qui a édité ce jeu, qui est basé en Corée. On a une solide communauté asiatique autour de ce jeu-là. Et ça fait à peu près 7 mois que j'ai entendu parler du jeu. À l'époque, il était sur Luna. Rappelez-vous, Luna, blockchain qui s'est pété la gueule, etc. Le jeu était dessus, mais il
n'était pas encore sorti. On était à la période où on était au moment du mint, où tout le monde avait minté les 10 000 NFT, vendu $400 pièce le mint, et Luna s'est cassé la gueule. Mais le projet est resté là. Beaucoup de personnes n'ont pas cru du tout en Derby Star. Ils disaient qu'il n'allait pas remonter la pente. Et ben, au contraire, ils ont décidé de faire les démarches pour pouvoir migrer de la blockchain Luna, qui était en perdition, pour arriver sur Polygon. Donc aujourd'hui, Derby Star est sur Polygon et ça fonctionne plutôt pas mal. Ils ont tout transvasé, les fonctionnalités, etc. Vous pouvez constater aussi que le jeu est traduit en français. Alors ils ont fait ça pour nous. Ils ont tout simplement utilisé Google Trad pour pouvoir faire une petite traduction française pour qu'on puisse être pas trop en galère. Mais ils sont pas partis par un professionnel pour pouvoir faire la traduction. C'est prévu, mais c'était juste pour la version Early Access qu'ils avaient fait ça. Donc voilà, vous inquiétez pas pour ça. Que tu fasses partie des déçus de Sorare ou bien que tu cherches un nouveau jeu de fantasy football où tu vas pouvoir gagner de l'argent avec tes récompenses, reste bien sur cette vidéo puisqu'elle devrait t'intéresser. Aujourd'hui, je te présente Ultimate Champions et je te partage un petit peu mes premiers conseils si tu veux débuter sur le jeu. Qu'est-ce que c'est Ultimate Champions? C'est tout simplement un jeu de fantasy foot à la Sorare du coup, où tu vas pouvoir, grâce à tes cartes, monter des équipes plutôt pour pouvoir faire tes premières Game Week et potentiellement récupérer des récompenses qui seront échangeables plus tard contre de l'argent. À la différence de Sorare, le jeu fonctionne avec des systèmes de tokens, donc le MGC qui est le token que tu vois juste ici et qui est un token que tu récupères gratuitement sur le jeu, notamment avec le système de ligue qui correspond un petit peu au Game Week que tu as sur Sorare. Donc là tu vois par exemple sur cette Game Week qui est la Game Week 66 en cours, j'ai eu pas mal de joueurs absents et blessés notamment, mais voici l'équipe que j'ai pu aligner avec certains joueurs qui n'ont pas encore joué. Et là tu vois je vais récupérer au moins grâce à mes 50 points marqués 50 tokens MGC et une carte commune. Si j'arrive à marquer 700 points je vais pouvoir récupérer 100 tokens MGC et une carte commune, et si j'arrive à aller jusqu'à 1400 points, ce qui risque d'être un petit peu difficile avec mes DNP, je vais pouvoir récupérer 150 tokens MGC avec des cartes communes. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.